Bonsoir, chers parents, tuteurs, tutrices, ici à l'École secondaire catholique Sainte-Famille, ainsi que tous ceux et celles qui sont présents à la maison en ligne. Bienvenue à notre session pour les parents avec le CPP. Je m'appelle Gina Kozak, je suis surintendante de l'éducation avec le Conseil scolaire catholique Mon Avenir et je siège au comité de CPP pendant quelques années. Et je collabore étroitement avec ma collègue, Mme Marie-Thérèse Avitar, présidente du CPP. Alors, au nom du Conseil, je tiens à souligner le travail qui a été fait en amont en préparation pour cette soirée ce soir. Je tiens à remercier l'équipe de direction, notamment M. Roger Lebel et la direction adjointe, M. Ansem Kenge, de leur appui et de leur accueil, ainsi que les équipes de soutien technique, des relations corporatives et de l'administration du Conseil et bien sûr les parents du CPP. Alors, comme vous le savez peut-être, le CPP est un comité statutaire du Conseil scolaire qui a comme mission de soutenir, encourager et accroître l'engagement des parents afin d'améliorer le rendement des élèves et de leur bien-être. Le CPP a organisé quelques projets au sein du Conseil dans les dernières années. Aujourd'hui, ce soir, c'est notre premier projet pour l'année. Et ceci grâce aux subventions que nous recevons du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, le sujet qui a été ciblé ce soir est le fruit d'une consultation qui a été faite aux parents juste avant Noël. Nous savons que l'implication des parents a une forte incidence sur le succès et le progrès des élèves. Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien en tant que partenaire dans l'éducation de vos enfants. Je cède maintenant la parole à Mme Marie-Thérèse Avitar pour la reconnaissance des territoires du Conseil ainsi que la prière. Merci Madame Kozak, bonsoir tout le monde. Nous aimerons prendre un moment pour remercier et rendre hommage aux nombreux peuples autochtones de l'île de la Tortue qui résident sur les terres de la zone du Conseil Mon Avenir depuis des temps immémoriaux, notamment les nations Anishinabek, Haudenosaunee et Wendat. Ces terres sont régies par le pacte de la ceinture Wapun, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, visant à préserver et à partager pacifiquement les ressources de la région des Grands Lacs. Nous reconnaissons que le territoire des cessions des terres du Haut-Canada, 1764 jusqu'à 1862, et les traités Williams, 1923, nous permettent de jouir encore de nos jours de toutes les richesses que celui-ci nous offre. Pour honorer ces accords, nous assumerons notre responsabilité de respecter les traditions, les connaissances et les droits inhérents des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits. Le Conseil Mon Avenir reconnaît qu'aujourd'hui, les descendants de nombreux peuples autochtones vivent et contribuent à la vitalité de la société à travers notre vaste territoire. Nous reconnaissons notre responsabilité de respecter et de prendre soin des terres et des eaux pour les générations futures. Je vous invite à m'accompagner avec la prière d'aujourd'hui, s'il vous plaît, avec le signe de notre foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous vous rendons grâce pour notre conseil scolaire. Bénissez tous nos parents qui sont ici rassemblés en ce lieu d'apprentissage à Sainte-Famille. Nous prions pour que toutes nos écoles soient un endroit de respect, d'entente, de paix et d'amour. Nous voulons apprendre à voir ton image en chaque jour que nous rencontrons. Ensemble, nous voulons vivre et célébrer le caractère unique de chaque élève, de nos enfants, de nos parents et membres du personnel de notre école, de notre conseil. Guidez-nous pour que chacun de nous puisse s'épanouir et devenir la meilleure personne possible. Nous te prions et nous sommes confiants que tu es toujours avec nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Mme Marie-Thérèse. Finalement, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier de ce soir, M. Dominique Tremblay. Consultant en éducation soutenant l'innovation pédagogique au Canada, il détient un bac en langue et linguistique et un baccalauréat en éducation de l'Université Queen's.
Il a travaillé comme enseignant pendant 13 ans dans une petite école franco-ontarienne dans la région de Trenton, œuvrant à plusieurs niveaux scolaires. Il a aussi œuvré pendant 1 an à titre d'agent d'éducation à l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, ou l'OCRE, pour concevoir et mettre en œuvre les tests provinciaux en mathématiques et d'en analyser les résultats. Lors des 7 dernières années, il a été propriétaire de sa propre entreprise de consultation, offrant ses services aux commissions scolaires, aux écoles ici et d'ailleurs, desservant des milliers d'élèves et d'enseignants en maths, en sciences, technologies, études sociales, robotique et en littératie. Et en plus, il a eu la chance de travailler avec plusieurs communautés autochtones et inuites. À ce qui a trait à la robotique et sur le plan international, Dominique a appuyé des enseignants de plusieurs pays au monde à travers multiples organisations. C'est avec grand plaisir que je cède la parole à notre conférencier, M. Dominique Tremblay. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont en présentiel ici avec nous et ceux qui sont à distance, je vous salue aussi. Donc aujourd'hui, nous allons discuter le concept du codage. Vous n'êtes pas sans savoir que le codage, vous l'avez peut-être vécu avec vos enfants qui ramènent des travaux à la maison où ils ont besoin de faire du codage informatique en mathématiques et maintenant en sciences et technologies. Et cette mise en œuvre du codage, elle a été intégrée de la première jusqu'à la 9e année pour l'instant. Les programmes cadres de 10e à 12e n'ont pas encore été tous révisés. Mais on peut s'attendre que peut-être il y aura du codage aussi pour les cycles supérieurs. Donc, merci beaucoup à Mme Kozak de m'avoir présenté. Une des choses que je veux vous donner comme anecdote, c'est que moi, je remercie mes parents. Quand j'étais tout petit, mes parents ont commencé à me montrer le codage et l'électronique à un tout jeune âge et j'ai pris goût. Et c'est pour ça que j'ai continué à intégrer ça, même quand ce n'était pas obligatoire dans le programme cadre. J'utilisais le codage pour enseigner à mes élèves différents concepts de mathématiques, de sciences sociales, et ça permet souvent de rendre les choses plus concrètes. Et vous allez voir, aujourd'hui, nous allons utiliser, comme vous voyez ici, un petit robot. Donc, un robot réel, et les participants dans la salle ici et les participants à distance, vous allez pouvoir utiliser ce robot en virtuel aussi. Donc, pour le moment, si vous voulez tout de suite vous rendre sur le site pour être prêt pour tout à l'heure, le site que nous allons utiliser doit être utilisé dans le furteur Google Chrome ou dans un furteur Microsoft Edge récent, c'est-à-dire qui est basé sur Chrome. Donc, le site, c'est code.irobot.com. Code.irobot, comme iRobot.com. Donc, je vous invite à aller sur ce site-là. On va l'utiliser un peu plus tard, pas tout de suite, mais au moins, on va savoir que c'est fonctionnel. Et les gens dans la salle aussi, si vous avez besoin d'aide à vous rendre sur le site, on a des gens dans la salle qui s'y connaissent, qui ont vécu l'activité aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Mais c'est l'interface qu'on va utiliser un peu plus tard. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter quelques renseignements. Donc, vous voyez que en plus de faire du codage et en plus de faire des sciences, je suis un passionné de Lego. Et le Lego, c'est d'ailleurs une des belles façons de faire du codage aussi à la maison avec vos enfants. Il existe plusieurs ensembles de Lego qui incluent des activités de codage, qui incluent un microcontrôleur aussi, donc ça peut être super amusant. Souvent, on aime ça faire le codage en salle de classe avec les enseignants, mais poursuivre ça à la maison aussi, ça peut être intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que le gouvernement a inclus le codage dans le programme cadre de mathématiques et dans celui de sciences et technologies? Puis si vous regardez ces statistiques-là qui nous viennent du Labor Board aux États-Unis, on nous dit que 65% de nos élèves en ce moment vont travailler dans des emplois qui n'existent pas aujourd'hui. Et si on regarde ça, c'est pas mal ce qui se passe. Si moi je regarde mon temps où j'allais à l'école, et les emplois de nos jours, il y a plusieurs emplois qui existent de nos jours qui n'existaient pas lorsque j'étais enfant. D'ailleurs, les gens dans la salle, est-ce qu'il y en a qui pourraient penser à peut-être des exemples d'emplois qui existent de nos jours qui n'existaient pas dans les années 70, dans les années 80? Je peux vous donner un exemple. Un YouTuber. C'est rendu un emploi à temps plein, il y en a qui font ça à temps plein. Ça n'existait pas, ça existe de nos jours et ça demande des habiletés en technologie, incluant le codage, pour être capable d'être un YouTuber.
Est-ce que vous pouvez penser à autre chose qui n'existait pas à l'époque, qui existe de nos jours? Pensez aux emplois émergents. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Ou on est tous trop gênés? Je suis certain que les gens à distance sont en train de penser à une foule d'idées aussi. Je vous donne d'autres exemples au niveau des technologies émergentes. Par exemple, un spécialiste ou une spécialiste en marketing numérique. Hein, à l'époque, dans mon temps, les gens qui faisaient du marketing, les gens qui étaient en publicité, allaient travailler tous avec l'imprimé. Donc, on faisait des annonces dans les journaux. Parfois, on en faisait aussi à la radio et à la télévision. De nos jours, il y a des spécialistes en marketing numérique qui vont se spécialiser à tenter de rejoindre les foules par le biais des médias sociaux, hein, par le biais de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Donc, on a maintenant des nouveaux emplois qui n'existaient pas à l'époque, qui demandent des connaissances en informatique, qui demandent des connaissances en codage. Un concepteur de site web aussi, c'est un autre exemple. Ça n'existait pas dans mon temps et ça existe de nos jours. Il y a de plus en plus d'emplois comme ça qui demandent des connaissances en technologie. Puis on voit même une certaine division avec des gens plus âgés qui sont dans des milieux de travail où ils ne sont pas encore prêts à faire le passage au numérique et qui ont un peu de difficulté à s'adapter à cette vague numérique. On dit aussi, selon, encore une fois, le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis, que 80% des emplois à l'avenir vont exiger des compétences en sciences, en technologie et en mathématiques. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'avoir juste des ingénieurs. Pensez juste, par exemple, l'emploi d'un concierge ou d'une concierge. On a besoin d'avoir des connaissances en sciences et maintenant, de plus en plus, je connais des gens qui travaillent en conciergerie. Il y a beaucoup de travail qui doit se faire à l'ordinateur au niveau de l'entrée des données, au niveau des vérifications. Il y a maintenant des capteurs qui vont envoyer de l'information. Donc, de plus en plus, même un emploi comme la conciergerie demande des connaissances en informatique. Je parlais à des gens qui sont chefs aussi. Et de plus en plus, on va utiliser des sondes pour s'assurer des cuissons, d'avoir les bonnes températures de cuisson. Donc, ça demande des connaissances et une compréhension de la technologie. Et finalement, des emplois en STEM, en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, on dit qu'il y en a 71 % qui vont être plus spécifiquement en informatique dans ces emplois en STEM. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a intégré le codage au programme CODE. C'est pour préparer nos élèves à l'avenir, les préparer à ce qui s'en vient. Maintenant, si on prend ça plus proche, dans la vie d'un enfant, pourquoi est-ce que je voudrais faire du codage, moi? Tu sais, eux autres, ils ne pensent peut-être pas au milieu de l'emploi puis ce qui va se passer dans le futur. Tu sais, si on prend un petit enfant à l'élémentaire, pourquoi est-ce que je voudrais faire du codage? Mais par exemple, j'ai des élèves qui commencent à créer des applis. Et j'ai même vu quelques écoles où les élèves sont rendus tellement compétents à créer des applis qu'ils vont les vendre sur le Google Play Store ou sur le App Store d'Apple et commencer même à avoir des revenus tout en étant adolescents. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça permet à des jeunes de développer un produit et commencer à entrer dans le marché du travail en étant des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est une possibilité. Mais il y en a d'autres aussi. Créer des sites web interactifs. Et là, je ne parle pas seulement de créer un site web statique, mais un site web où il va y avoir de l'interaction. Ça prend du codage pour ça. Et je connais des jeunes qui maintenant s'annoncent comme étant des concepteurs de sites web pour le petit restaurant du coin, puis pour une autre entreprise par-ci, par-là, et réussissent à se bâtir une clientèle et à ramasser des sous en étant des concepteurs de sites web. Demande du codage. Je travaille beaucoup en robotique aussi, un peu partout dans le monde, avec les concours de robotique. Et il y a beaucoup d'élèves maintenant qui commencent à créer des robots ou faire des inventions qui vont demander du codage, qui vont demander des interfaces de codage. Donc, si vous avez des enfants qui trippent robotique, il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Et j'adore quand les enfants vont faire des robots qui servent à quelque chose. Je vous donne un exemple très, très simple. Ça date d'il y a quelques années, là. Dans les écoles, les enseignants doivent envoyer le rapport d'assiduité au secrétariat pour vérifier qui est dans la classe. Dans mon temps, puis ça fait quand même 13 ans que je n'ai pas été en salle de classe comme enseignant régulier, on envoyait le rapport d'assiduité sous forme d'un duotang. Et moi, quand je pars, puis je tripe sur le codage et je tripe sur les sciences, j'oubliais toujours d'envoyer mon duotang de codage. Et mes petits amis, des enfants du primaire, on parle des enfants du cycle primaire, on dit, monsieur, on va faire un robot. Et il y avait le robot Dash, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a plusieurs enfants qui utilisent le robot Dash.
Les parents aussi, si vous cherchez des cadeaux pour le temps des fêtes, pour vos enfants, le robot Dash ou pour un anniversaire est extraordinaire pour les plus jeunes. Et les enfants ont ajouté une petite remorque au robot Dash et ont codé toute la séquence pour partir du secrétariat, venir à la salle de classe, faire sonner quelque chose pour être certain que je m'aperçois que ça me rappelle de mettre le cahier d'absence. Je mettais le cahier d'absence et ils codaient la séquence pour le ramener au bureau de la direction. De nos jours, leur invention est un peu désuète parce que de nos jours, on fait ça par la technologie, mais pensez-y, la technologie qu'on utilise de nos jours, il y a quelqu'un qui a dû la coder aussi. Un autre exemple. Les enfants font du codage parce qu'il y en a peut-être qui veulent une carrière en informatique. Il y en a peut-être aussi qui veulent analyser des données rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des fois trop de données. Hein, on ramasse des données, puis on dit « on en a trop ». Par exemple, moi, je gère beaucoup des systèmes d'inscription à des événements. Il y a plein de données. Oui, on peut faire ça dans Excel. Oui, on peut faire ça dans Google Sheet. Mais si on est capable d'ajouter le codage, ça nous permet d'automatiser. Et si vous lisez bien le nouveau programme CADE de l'Ontario, un des concepts fondamentaux qui a été ajouté, c'est l'automatisation. Les enfants qui ont fait la petite invention pour le cahier d'assiduité ont ajouté de l'automatisation dans l'école. J'entends souvent l'automatisation, ça va faire perdre des emplois, mais d'un autre côté, ça va faire gagner d'autres emplois aussi. Parce que les systèmes automatisés doivent avoir des gens qui vont les concevoir, qui vont les réparer, qui vont les entretenir, qui vont les comprendre. Un autre exemple, récemment, je travaillais dans une école où les jeunes ont regardé l'extincteur. Puis ils ont regardé le petit carton que le concierge ou la concierge doit signer là, à chaque intervalle, puis ils disent « Monsieur, il n'y aurait pas un meilleur moyen? Comment ça se fait que la valve de pression, là, elle n'envoie pas automatiquement la pression à la centrale, puis envoyer une notification si jamais la pression n'est pas suffisante, puis la bonbonne doit être remplacée? » Les jeunes pensent déjà automatisation. Donc, parents, ce que je vous invite à faire avec vos enfants, c'est les amener à constamment penser quels sont des éléments de notre vie qu'on pourrait automatiser pour nous rendre la vie plus agréable et en même temps faire des petites inventions qui peuvent servir juste pour nous, qui peuvent servir aussi pour aider quelqu'un. Une grosse partie du nouveau programme CADE, surtout celui de sciences et technologies, c'est l'empathie. Hein, ça fait aussi partie des valeurs d'un conseil catholique, avoir de l'empathie pour les autres. Donc, de voir les problèmes autour de nous et tenter de les résoudre à l'aide de la technologie. Évidemment, il n'y a rien de mal à créer ses propres inventions. Je viens comme de lancer cette idée-là. Les élèves fassent leurs propres inventions. Et aussi se rendre la vie plus agréable. Moi, je pense à mon thermostat Ecobee ou mon Nest, là, où je peux, à distance, augmenter ou réduire la température 1 ou 2 heures avant d'arriver. C'est plus écolo et ça me permet aussi d'arriver dans une maison qui est chaude ou froide, dépendant de la saison. Ceci dit, on va commencer tout de suite à penser codage. Et avec les enfants, le codage, ça commence souvent, surtout dans les classes avec les tout-petits, avec des activités débranchées. Des activités débranchées, ça veut dire des activités où on n'est pas tout de suite devant l'ordinateur. Et je sais que tout à l'heure, on vous a demandé, les participants en présentiel, d'ouvrir vos ordinateurs, les participants à distance aussi. On vous a dit que ce serait bon d'avoir un ordinateur et d'aller sur le site Web. Mais on va commencer en débrancher. Parce qu'il y a plusieurs habiletés en codage qui se font au départ sans nécessairement avoir un ordinateur. Une activité débranchée, vous pouvez en faire à la maison, même si vous n'avez pas d'ordinateur, même si vous n'avez pas de robot, c'est possible. C'est une activité où on pratique des habiletés à faire du codage informatique, mais juste avec notre voix, avec notre corps. Par exemple, si je vous demande quelles sont les étapes pour lancer un ballon dans un panier, ça a de l'air simple. Il y en a qui vont dire, tu mets tes mains puis tu le pousses. Non, ça demande beaucoup plus que ça. Demandez aux profs d'éducation physique qui doivent enseigner ça aux élèves. L'angle à laquelle tu dois le pousser, la force à laquelle tu dois le pousser. Et si vous regardez les concours de robotique, il y a souvent des jeux de basket dans les concours de robotique. Et pour avoir un robot qui est capable de pousser un ballon à la bonne distance, avec la bonne courbe, hein, si on pense à la physique des projectiles ici, hein, parce qu'on ne parle pas juste des tout-petits, aussi un élève de physique 11e, 12e pourrait s'intéresser à la courbe du ballon en pensant à la physique des projectiles, mais ça demande énormément. Ce qui veut dire qu'on va regarder des exemples de la vie courante où on pourrait faire ça.
Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là sur YouTube. Je ne la jouerai pas ici parce qu'elle est en anglais, mais je vous invite à chercher sur YouTube un papa qui demande à ses enfants de faire une sandwich au beurre d'arachide et à la confiture. C'en est comique, parce que le papa, que vous voyez ici, demande à ses enfants d'écrire une liste, peu la recette. Mais le papa joue un peu niaiseux, volontairement. Donc, ce que le papa va faire, c'est que si l'enfant dit « mets le couteau dans le pot de beurre d'arachide », le papa va mettre le manche et non la lame. Puis là, il va dire « mais tu ne m'as jamais dit qu'il fallait mettre la lame. Tu m'as juste dit « mets le couteau ». Un ordinateur, on a bien beau penser que nos ordinateurs sont super intelligents. Je ne veux pas vous briser votre rêve, mais les ordinateurs, en fait, et les robots sont un peu stupides. On va se le dire. Si on ne leur donne pas des instructions exactes, ils ne sont pas capables de faire les tâches qu'on leur demande. Donc ici, avec une simple activité comme ça, on encourage les enfants à donner des instructions exactes, et là, je vais faire tout de suite un lien avec les maths et les sciences, des instructions qui sont quantitatives. Par exemple, si le papa, ici, se fait dire « dépose beaucoup de beurre d'arachide » ou « une quantité moyenne de beurre d'arachide », c'est quoi ça? Tandis que si je me fais dire « mets 10 grammes de beurre d'arachide », ça devient quantitatif. Donc, ce qu'on veut quand on fait de la robotique, quand on fait du codage, c'est d'avoir l'aspect quantitatif. Fait que je vous invite à écouter cette vidéo-là, c'est comique. Je vous invite à avoir des situations comme ça avec vos enfants aussi. Moi, je le fais en salle de classe et je m'organise pour que l'élève qui va suivre les instructions essaie de trouver les failles dans les instructions qui sont données par les autres et ils ont beaucoup de plaisir à faire ça. Et l'élève qui doit donner les instructions puis qui ne donne pas des instructions précises vit beaucoup de frustration, mais sachez que dans le nouveau programme, on a quelque chose qui s'appelle « Développer les habiletés socio-émotionnelles ». Comment vivre avec cette frustration de donner des instructions et de ne pas obtenir le résultat? J'arrive de 3 jours de compétition de robotique au Ontario Science Center et c'était intéressant. J'ai vu des élèves s'arracher les cheveux, j'ai vu des élèves où le robot ne fonctionnait pas, mais c'était la résilience, la persistance à réessayer. Et une des choses avec vos enfants, s'il vous plaît, donnez-leur le droit à l'erreur. L'avantage du codage, c'est que faire des erreurs en codage n'a pas trop de conséquences. Si, par exemple, on fait construire une terrasse à nos enfants, puis on leur fait apprendre des habiletés en génie, en construction, bien, si jamais ils ne la font pas comme il faut, il y a des risques que les gens tombent puis que la terrasse s'effondre. Mais en codage, ça se passe sur l'ordinateur ou avec un petit robot sur une table ou un plancher, il n'y a pas beaucoup de risques. Et on aime ça, un environnement comme ça, où c'est correct de pouvoir prendre des risques, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Donc, avec vos enfants, quand vous allez faire du codage, s'ils apportent des devoirs, là, dites-le, hey, c'est correct que tu fasses des erreurs, continue d'essayer. N'aie pas peur d'essayer toutes sortes de variables, essayer toutes sortes de nombres. J'ai eu aujourd'hui des élèves qui se sont mis à explorer des blocs qu'on n'avait pas encore appris. Yes! On aime ça. S'ils font juste ce qu'ils ont été enseignés, bien, ça les limite. Mais s'ils prennent des risques, hein, qu'est-ce que ça fait, ça? Ils sont en train de vivre une méthode scientifique en accéléré. Qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Ils l'essaient, ils voient tout de suite le résultat. C'est vraiment une méthode scientifique en accéléré. Qu'est-ce qui arrive si je vérifie et j'ai tout de suite une rétroaction? C'est vraiment un endroit où ça nous permet de prendre des risques sans problème. Dans le lab de chimie au secondaire, on fait un peu plus attention au niveau de prendre des risques, mais en codage, on se le permet. Donc, je vais vous faire bouger. Pour les participants présentiels, je vais vous inviter à rejoindre 2 autres participantes ou participants. Pour ceux à distance, je vous invite à aller voir dans votre domicile. Peut-être qu'il y a des enfants, des ados, un époux, une épouse, des gens qui traînent, un oncle, une tante qui sont dans votre maison. Invitez-les à vous joindre pour être un groupe de 3. Et là, on va faire ce qu'on appelle en français un tapement 5. Vous savez, c'est quoi le mot anglais de ça? Un high five! Oui, c'est le vrai mot, c'est un tapement 5. OK? On apprend quelque chose aujourd'hui. Donc, on essaie de se donner des instructions. Comme si vous étiez ensemble, puis j'étais la 3e personne. Il y a une personne qui donne les instructions. Il y a 2 personnes qui écoutent les instructions. Donc, par exemple, si on dit « Oh, approchez vos mains, je veux que vous suiviez l'instruction à la lettre. » On ne m'a jamais dit quand elle s'arrêtait. Hein? OK? Lève ta main. Continue à la lever.
Ah non, 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 pas tant que ça. Ah, OK, lève-la de 30 cm. Quantitatif. Fait que je veux que vous viviez ce processus-là. Il y a assez de monde dans la salle ici pour qu'on fasse des petits groupes de 3, que vous ayez la chance de vivre ça. Les gens à la maison, je vous invite à l'essayer aussi. C'est beaucoup de plaisir. OK? On se revoit dans environ 5 minutes. Donc, je vous laisse un petit peu de temps aussi à la maison. Je vous laisse du temps de vivre un tapement simple. Si jamais il vous manque d'humain à la maison, demandez au chien de vous joindre aussi. Bonjour. Oh, c'est bon, je suis contente que vous êtes là. Peux-tu fermer mon micro? Peux-tu fermer mon micro? Je peux parler par les participants. Ah, tu veux Le fermer. Une activité de l'autre. Approcher d'un autre verset. 360 degrés. Poussez très fort. Vers la droite. Et arrêtez. 363. Et on s'arrête. OK. Reculez les mains. Oui. Oh, OK. Oui, c'est ça. Oui, comment est-ce qu'on fait un high five? Lever aux lèvres. Exactement aux lèvres. Et avoir le bon angle. Je veux dire, il y a beaucoup de dégâts. Et c'est le fun. On aime ça. Hein? La science, la technologie, c'est massif. Hein? C'est correct d'accepter ça. Moi, j'avais une entente avec les concierges. Là. Oui, ça va être messy, mais on va faire nettoyer les élèves avant que vous arriviez. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Je vous invite à continuer. Levez la main droite. Virez votre main droite à la gauche, moitié jusqu'au milieu de ton corps. Non, de ton corps. Oui. Et là, vous voyez ce qui est intéressant. Il y a tout intéressant. On est dans un monde 3D. Il y a plusieurs plans, à l'horizontale, à la verticale, quelle orientation, selon quel plan. C'est beaucoup, tu sais. C'est beaucoup. Mais le codage, c'est beaucoup d'étapes. C'est ça. On commence simple avec les enfants de maternelle, mais ça peut devenir très demandant rapidement. Oui, mais c'est ça. Moi, je fais ça parce que mon fils, il est en 9e année. Donc, tu vois, moi, je faisais une activité parce que moi aussi, je suis prof de français immersion. Parfait. Et mes élèves ont du français un peu de base. Mm-hmm. Et l'instruction, l'activité avec le sandwich de peanut butter, Oui. moi, je faisais avec comment s'habiller pour aller dehors. Ah oui. Donc, je demandais à un élève d'apporter tous ses vêtements pour aller dehors et l'autre élève devait dire les instructions Pour s'habiller. Pour s'habiller. Puis là, un des élèves disait « Mets ta botte ». OK, laquelle botte? Oui, c'est ça. Puis là, tu la mets dans la main. C'est ça. Non, dans ton pied. Ah, mais tu m'as jamais dit dans le pied. Oui, exactement. Tout à fait. Et prends ta botte droite. OK, fait que là, il prenait la botte droite. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la botte? Mettez-la. Moi, je mettrais la semelle au lieu de mettre le trou. Et souvent, les enfants disaient « Mets tes salopettes pour aller dehors ». Oui. Non, ils mettaient les bottes, puis après ça, mettaient les salopettes pour aller dehors. Ben, là, ils essayaient de mettre les salopettes par-dessus les bottes. Donc, souvent, je faisais des activités comme ça pour
leur enseigner le vocabulaire, naturellement. Pour le français langue seconde ou le français d'immersion, c'est super aussi parce que ça les amène à se pratiquer, à communiquer à l'oral aussi. Hein. C'est pas toujours besoin. Le monsieur, il est fait à l'écrit, le monsieur avec les sandwichs au beurre d'arachide. Vous l'avez déjà vu? Moi, c'est une très belle amorce en salle de classe, c'est une belle aguiche. Là. Ouais. Donc, moi, je fais beaucoup des choses comme ça débranchées, Oui. parce qu'il adore beaucoup le petit robot que vous avez parlé tantôt. Le petit robot Dash, oui. Le robot Avance, tourne à droite, exactement. Dash. Nous, on en a 5 dans une bibliothèque centrale, naturellement. Donc là, tu dois apporter ta salle de classe dans la bibliothèque. Puis là, tu en as 5 pour 20 élèves. C'est pourquoi je recommande beaucoup les interfaces comme je vais utiliser aujourd'hui, où ce que tu as du en ligne et du réel. Comme aujourd'hui, j'en avais juste un par classe. Mais les élèves travaillaient en virtuel et quand ils étaient prêts, puis il y avait un code qui fonctionnait sur l'écran, ils venaient emprunter le robot, puis ils l'exécutaient. OK. Donc, le Dash que vous parlez existe en virtuel aussi. Ah, OK. Donc, l'élève le fait sur son ordinateur, puis quand il est prêt, il l'attache, il fait le Bluetooth avec... C'est ça, fait que c'est une possibilité aussi. Ouais. Puis pour les parents aussi qui ne veulent pas nécessairement acheter de robots, des robots virtuels, c'est pas aussi bon parce que tu n'as pas l'aspect physique, mais ça peut remplacer des robots réels, physiques. Oui, excellent. Mesdames et messieurs, si ça va, je vais vous demander de revenir à vos places. On en a beaucoup à voir ensemble aujourd'hui. Je vois qu'il y a des gens qui vont chercher un café, puis j'ai parlé à une équipe tout à l'heure. Une des superbes activités, là, c'est de demander à un robot de faire boire une tasse de café. Le robot, là, les élèves vont réaliser à quel point ça prend beaucoup de dextérité et d'instruction pour un robot pour ramener une tasse de café, de jus, de lait, d'eau aux lèvres et l'incliner à la bonne inclinaison et à la bonne distance pour que le liquide se rende dans la bouche. J'adore faire cette activité-là avec les élèves. C'est salissant, c'est messy, mais ils font des beaux apprentissages. Donc, on utilise un robot qui a une pince. Ça, habituellement, je fais ça plus avec les élèves là, à partir de la 4e année en montant. OK. Une des choses que j'ai remarquées quand vous étiez en train de travailler, c'est que le cerveau humain travaille un peu de façon différente à la puce informatique. Le cerveau humain, qu'est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire de plus qu'une puce informatique? Parce qu'il y a certaines tâches où le cerveau humain est meilleur et il y a certaines tâches où la puce informatique est meilleure. Il faut reconnaître les forces et les faiblesses de chacun. Qu'est-ce qu'un cerveau humain fait de mieux dans l'activité qu'on a faite? Tu sais, si on donne des instructions dans un cours ou tout ça, qu'est-ce que le cerveau humain fait? Oui. Il se base sur ses expériences antérieures. Tu sais. Si quelqu'un me demande de boire une tasse de café, j'ai déjà fait ça, j'ai des connaissances antérieures, donc que j'utilise pour, même si les instructions ne sont pas 100% claires, je peux faire des inférences. Et ça, c'est quelque chose qu'un cerveau humain est capable de faire. Faire des inférences, ajouter l'information manquante, connecter les points là, de l'information manquante pour réaliser la tâche. Le cerveau humain est super bon à faire ça. La puce informatique, beaucoup moins. Maintenant, est-ce que vous pouvez penser à des tâches où la puce informatique serait meilleure? C'est dérangeant de se dire ça, là. Hein? Il y a certaines tâches où une puce informatique est meilleure qu'un humain. Si je vous demande de me nommer les 200 premiers nombres premiers, ou si je vous demande de faire des calculs incroyables, tu sais, par exemple, je suis en train de faire mes impôts, je ne vous le cacherai pas, c'est la saison des impôts, bien, l'ordinateur fait tous les calculs pour tous mes gains, mes déductions, beaucoup plus rapidement que je peux le faire. Donc, la puce informatique, quand vient le temps de faire des calculs, mettre des mots dans l'ordre, beaucoup meilleur. Mais quand vient le temps de produire du langage humain, il y en a plusieurs des enfants qui me disent « Ouais, bien, la puce informatique n'est pas très bonne à percevoir les émotions. » Tandis qu'un humain est capable de regarder le visage puis de se dire « Oh, la personne est triste » ou « La personne est confuse, je dois donner des instructions de plus. » L'ordinateur ou le robot, non. Et en passant, quand on parle de codage, dans mon temps, dans mon vieux temps, le codage, c'était l'ordinateur. C'était même pas un laptop, c'était un ordinateur, tu sais, une tour, ouais, c'était très, très gros. Ceux qui sont de ma génération, vous connaissez peut-être le Commodore Super Pet, là. C'est avec ça que j'ai travaillé dans ma jeunesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que les concepts de codage de l'époque,
sont encore à peu près les mêmes concepts que de nos jours. Il y avait des variables, il y avait des boucles, toutes les choses que les jeunes apprennent. C'est juste que l'interface était peut-être un peu moins conviviale et belle pour les enfants, mais ce sont les mêmes concepts. OK? Donc, les ordinateurs, évidemment, ils ont évolué. Vous avez peut-être entendu parler récemment de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est partout dans les nouvelles. L'intelligence artificielle, c'est tenter de prendre une puce comme ça et qu'elle se comporte de plus en plus comme ça. Et de plus en plus, les gens sont capables de le faire. Je pourrais vous montrer, si on a le temps, là, mais j'utilise des interfaces où on utilise, par exemple, les services cognitifs de Microsoft, Microsoft Cognitive Services, et on peut envoyer, par exemple, un visage humain, et ça va me dire si la personne est triste, épeurée, si elle est heureuse. C'est capable de reconnaître certaines émotions. Par exemple, maintenant, c'est capable de reconnaître l'âge. Donc, j'envoie ma photo, puis c'est très, très bien. Environ 1 ou 2 ans, les jours où je vais chez ma coiffeuse, puis elle me met du noir dans les cheveux, là, j'ai l'air plus jeune. Quand ça fait une semaine que j'offre des ateliers jour et soir, bien là, il y a plus de gris, la machine est un peu moins bonne à déterminer l'âge. Mais ça existe, ça. Et comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage machine, du machine learning. Et ça, si vous regardez le curriculum de sciences et technologies, ça dit que l'élève va explorer les technologies émergentes. Et le gouvernement ne les a pas nommées. Et il y a une raison pourquoi ils ne les ont pas nommées. Est-ce que vous pouvez penser pourquoi le gouvernement n'aurait pas nommé les technologies émergentes qui doivent être enseignées? Ça dit juste, l'élève va explorer les technologies émergentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être à distance aussi, hein? Je ne peux pas avoir vos réponses, hein, mais je suis certain que vous pouvez y penser, oui. C'est déjà désuet. Je pense que c'est le curriculum 2007, notre dernier curriculum de sciences. Ça parlait de technologie émergente, puis ça disait CD-ROM et DVD-ROM. Et ce programme-là est enseigné jusqu'en juin passé. C'est un peu gênant. Fait qu'on ne fait juste pas les nommer, puis les profs s'habituent à voir c'est quoi les technologies émergentes de nos jours. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de conduite automatique aussi, hein, avec le self-driving. Donc ça, c'est des technologies émergentes. Puis c'est intéressant que même si l'élève ne fait pas une voiture complètement autonome, l'élève fait des petits concepts dans lesquels il découvre, grâce au code, des concepts. Par exemple, utiliser un capteur à ultrasons, c'est un concept que les élèves, à partir de la 4e année, peuvent faire. C'est le même concept qu'une chauve-souris. Vous l'avez vu sur le robot un peu plus tôt, il y avait comme 2 petits yeux. Et ça envoie un ultrason, ça revient et ça calcule la distance. Fait que les élèves peuvent faire, sans que ce soit complètement autonome, un véhicule qui ne frappera pas les autres véhicules. Puis ça, c'est pas mal intéressant, là, les élèves qui commencent à faire ça. Maintenant, je pense que ce serait le temps qu'on commence à coder. Parce que là, on a fait du débranché. Donc, je vous avais invité à aller sur code.irobot.com. Et ça, c'est un robot qui existe en mode physique et en mode virtuel. Et si je vous montre la boîte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ça? Vous allez probablement reconnaître ça. Quelque chose que vous avez peut-être déjà vu à domicile ou chez Canadian Tire. Le robot Roomba, exactement. Donc, c'est la même marque. C'est le robot, la même marque qui fait le robot Roomba ont décidé de faire un robot éducatif qui ressemble à ce que vous voyez ici. Maintenant, l'avantage et pourquoi je l'utilise dans des soirées comme ici, parce qu'il existe tellement de robots. À la fin, je pourrais vous donner des idées de suggestions, mais il en existe tellement. Mais c'est que celui-ci vient avec une version en ligne et le réel. Fait que ça me permet d'avoir des gens dans la salle ici qui vont pouvoir vivre l'expérience de faire du codage sans nécessairement en avoir un physique. Mais par exemple, ce que j'ai fait aujourd'hui en salle de classe, c'est qu'on en avait un pour toute la classe, mais tous les élèves travaillaient en virtuel, puis quand ils étaient prêts à tester leur code final, ils venaient emprunter le robot. Puis ils testaient sur leur robot. Donc, on va aller sur code.irobot.com et vous allez voir que sur code.irobot.com, une autre chose que j'aime bien avec cette interface-là, c'est que je peux l'utiliser avec des enfants de première, deuxième, troisième, mais je peux l'utiliser aussi avec des enfants du secondaire parce que vous avez 3 niveaux de codage. Et je vous laisse le plaisir de choisir votre propre niveau de confort aujourd'hui. Hein? On fait de l'apprentissage, conception universelle de l'apprentissage. Ici, là, je vous laisse des choix. Donc, vous avez les blocs icônes. Le niveau 2, c'est des blocs textuels. Et le niveau 3, c'est du codage textuel. Donc, ce serait comme si vous faisiez là, ce qu'on voit, par exemple, dans les films, là, les nerds qui hackent, là, hein, puis qui rendent des milliers de lignes de code.
dans des langages comme Python ou JavaScript, donc vous pouvez utiliser ça. Donc, on va quitter ici la PowerPoint et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tenter d'utiliser ça pour faire des figures géométriques. Donc, je vais ici ouvrir mon furteur Google Chrome, que vous devriez voir ici. Donc, si vous venez juste de vous brancher là, sur le site code.irobot.com, assurez-vous de cliquer sur le plus pour vous faire un nouveau projet. Votre robot devrait apparaître ici, comme ça ici. Vous voyez ici, vous pouvez même là, utiliser votre souris ou votre pavé tactile pour le regarder en 3D. Si vous utilisez votre souris ou votre pavé tactile, vous pouvez aussi faire un zoom in ou out. Souvent, sur les pavés tactiles des ordi, c'est avec 2 doigts qu'on peut faire ça. Ou vous pourriez utiliser la caméra ici pour vous amuser là, à faire un zoom in et un zoom out. Le robot aussi, vous pouvez choisir sa position initiale. Donc, vous pouvez le positionner où vous voulez sur la surface. Maintenant, moi, je vais vous démarrer avec un langage de type niveau 2. C'est habituellement ce que les élèves à partir de la 4e année vont utiliser. Mais, encore une fois, on veut être inclusif. S'il y a des élèves qui sentent qu'ils ont encore besoin des icônes, c'est correct. Puis s'il y a des élèves qui disent « Moi, je suis capable de faire du Python, je suis capable de faire du JavaScript », puis s'il y a des parents ici ce soir qui veulent faire ça à distance ou dans la salle, il n'y a rien qui vous empêche de passer au niveau 3. Comme vous voyez ici, ça utilise du codage textuel, comme vous voyez ici. Voilà. OK, donc moi, je reviens au niveau 2. Je vous donne quelques pointeurs, mais je vous invite à faire ce que je parlais tout à l'heure. Pas avoir peur d'essayer des choses que je n'ai pas mentionnées. Donc, entre autres, là, vous allez voir qu'ici, dans les commandes, vous pouvez faire bouger votre robot et le faire tourner. Comme par exemple, ici, je suis venu chercher 2 blocs que j'ai inclus. En codage, c'est ici, on est en train de faire ce qu'on appelle une pile de code. Une pile de code, c'est plusieurs instructions. En anglais, ils appellent ça un stack. Plusieurs instructions, une à la suite de l'autre, ce qui crée une séquence. Et en codage, là, il y en a qui sont peut-être de ma génération, vous allez vous souvenir de ça. Ce qu'on fait, c'est du step by step. Ooh, baby. Vous vous souvenez des New Kids on the Block? Moi, j'étais venu les voir au Rogers Center. À l'époque, ça ne s'appelait pas le Rogers Center. C'est étape par étape. OK? Donc, si vous testez votre code maintenant, bien, si je viens appuyer sur le bouton Play, mon robot va avancer et il va tourner de 90 degrés. Juste avant de vous laisser jouer, j'ajoute une chose. Si vous venez dans la section ici des réglages, vous allez voir qu'il y a un bloc de code qui s'appelle « Mettre le marqueur abaissé ». Parce que dans le robot, je l'avais mis ici, on peut placer un marqueur. Comme ça ici. Je vais l'allumer. Je vais vous le présenter en réel, mais vous allez pouvoir le faire en virtuel. Je vais synchroniser mon robot par Bluetooth, évidemment, à moins que vous ayez un iRobot, vous ne pouvez pas faire ça. Et là, si vous regardez, si je viens faire play maintenant, le crayon va s'abaisser et il va tracer un segment ici de 16 cm, comme ça ici. Donc, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est tenter de faire des figures géométriques connues. Si vous voulez un défi simple, vous pouvez peut-être essayer de faire le carré. Vous pouvez même vous donner, entre adultes, des petits défis comme par exemple, je veux que tu fasses un carré dont le périmètre est de 200 cm. Hein? C'est un petit défi comme ça. C'est à vous, c'est votre choix. Si vous voulez quelque chose qui a un petit peu plus d'épices, là on était dans le jalapeno, si vous voulez aller peut-être dans un petit piment chili, vous pourriez vous donner comme défi de faire un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle dont les 3 côtés ont la même longueur. Et si vous voulez quelque chose qui a un peu plus de corps, peut-être que vous voulez essayer quelque chose comme faire le rectangle. Aujourd'hui, avec les élèves, j'ai fait le carré, le triangle, le rectangle. Puis j'ai un élève à la fin de cours qui est venu me montrer son ordinateur. « Regarde, monsieur, moi j'ai fait un trapèze isocèle. » C'est ça qu'on veut. Hein, des élèves qui n'ont pas peur de prendre des initiatives, d'essayer des choses. Donc, si ça vous tente d'essayer des choses, ce n'est pas des formes que j'ai nommées, mais vous voulez l'essayer, allez-y. Fait qu'on se donne un petit 10 minutes, les gens à la maison, si je vous invite à aller sur code.irobot.com, cliquez sur le plus et commencez à coder, ayez beaucoup de plaisir. Moi, je vais circuler puis je vais aller voir ce qui se passe. Excellente question. Il y en a qui m'ont dit « It's all in English ». How do we change this en français? Donc,
Normalement, si votre furteur est en français, ça devrait être en français. Mais ça arrive des fois que ça ne l'est pas. Donc, ici, je vais sauvegarder mon projet. Sur l'écran d'accueil, vous avez 3 lignes ici et vous pouvez venir changer la langue juste ici au français. Comme ça ici. Et si ça vous tente aussi, hein, on est inclusif. Si vous voulez le faire en espagnol, no problemo. Hein, pas de problème. Votre choix. Donc ça, c'est une interface que vous pouvez utiliser avec vos enfants, hein, si vous voulez qu'ils commencent à explorer le codage. Oui, madame. Le marqueur, c'est dans la section des réglages. Et vous allez le trouver ici. Ça ici. Oui. Maintenant, si je dois taper les instructions, je tape où? Donc, pour les commandes, vous allez probablement avoir avancé ici, dans la section des commandes, et tourner. Comme si, par exemple, on veut faire un carré. Ouais. Hein? Une des choses, si l'élève a de la difficulté, là, puis ça, je le dis pour nos gens à distance aussi, moi, ce que j'aime, c'est de le faire avec le corps humain. J'adore faire des choses, comme on a fait tantôt le tapement simple. Bon, ben, OK, j'avance, je tourne de 90. On se met dans la peau du robot. J'avance, je tourne de 90. J'avance, on le vit, puis après ça, on essaie de faire le code correspondant avec ce qu'on vient de vivre. OK? Monsieur ici. Ah oui, ajoutez le toit de la maison. Là. Vous avez fait le carré. Hein, on peut toujours aller plus loin. Moi, il y a des élèves qui me disent « Ah, j'ai fini le travail. » On peut toujours aller plus loin. Quel défi on pourrait se donner pour aller plus loin? Je commence à entendre des bruits. Aussi, j'aime ça. Il y en a qui sont allés jouer dans les blocs son. Super. Peut-être vous avez vu aussi que vous pouvez abaisser et relever le crayon. Donc, si on fait une forme, puis on fait une autre forme à côté, on pourrait soulever le crayon pendant qu'on se déplace d'une forme à l'autre. Les gens à la maison, désolé si jamais vous avez de la difficulté. Je ne peux pas voir vos questions, mais j'espère que vous pouvez entendre les réponses aux questions que je donne ici aux participants, puis ça peut vous aider aussi à la maison. Pour ceux qui viennent de se joindre, on est sur code.irobot.com et on est en train de faire du codage. Donc, cliquez sur le plus pour créer un nouveau projet, puis amusez-vous. Hein? Je pense que vous voyez à l'écran ici mon code aussi. Vous pouvez vous en inspirer comme départ. Oui, marqueur abaissé, vous allez trouver ça dans la section des réglages. Vous voyez ici, il y a des sections, ça permet d'aller plus vite à travers les différents blocs de code. La plupart des interfaces de codage vont avoir les types de blocs ensemble et la couleur des types de blocs représente la catégorie dans laquelle ils se trouvent. C'est plus facile pour les enfants. Je veux dire, les langages de programmation ont beaucoup évolué depuis les années 75. Depuis ma vieillesse, là, ça a beaucoup changé. Ça rend le codage beaucoup plus accessible aux enfants. Donc, chers participants, en présentiel ou à distance, peut-être qu'il y en a qui ont réussi, par exemple, à faire un carré en mettant une série d'instructions comme ça ici. Par exemple, avance, tourne, et vous avez peut-être fait ça 4 fois parce qu'on s'est dit qu'un carré a 4 côtés et 4 coins, 4 angles de 90. Voyez à quel point l'objectif du codage en maths, c'est aussi de faire le lien entre le codage et les concepts de maths. On ne fait pas juste du codage pour faire du codage. Ici, ce que je vous invite à faire, vous allez voir qu'il y a une régularité, il y a quelque chose qui se répète. Je vous invite à aller dans le code ici, dans la section des contrôles. Et vous allez trouver un bloc qui va vous permettre d'éviter d'avoir à remettre le même code plusieurs fois. Je ne vous dis pas c'est lequel, je vous invite à essayer de le trouver. Donc, dans la section des contrôles, vous allez trouver quelque chose qui va vous aider.
Donc, vous voyez que là, je me débarrasse de tout ce code extra ici que je n'ai pas besoin. Et je vais garder seulement un déplacé et un tourné. Voilà, comme ça ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a trouvé comment est-ce que je pouvais éviter d'avoir à mettre les blocs plus d'une fois? Quel bloc est-ce qu'on a utilisé dans la section contrôle? Le bloc attendre va faire prendre une pause. C'est super bien que vous l'ayez essayé, puis c'est bien des fois que le robot arrête un instant, prendre une pause. Je le fais beaucoup avec, vous savez, des jeunes enfants. Un robot part, par exemple, sur une carte géographique et on met des attentes. Et pendant l'attente, l'enfant peut faire une petite présentation orale. Hein? Le robot se promène sur une carte géographique, il arrête sur un pays, puis l'enfant donne quelques faits au sujet de ce pays. Donc, ce n'est pas le bloc attente qu'on cherchait pour cette question-là spécifique. Qu'est-ce qui peut me permettre d'éviter de remettre un bloc plus d'une fois? Un répété, exactement. Donc, je vais venir chercher ici le répété. Et le répété, vous allez voir qu'il y a une forme un peu différente. Il me permet de mettre les blocs à l'intérieur. Donc, ça ici, c'est une structure qui existe en code depuis très longtemps. Quand j'étais jeune, il y avait des boucles. Moi, j'adorais créer une boucle pour mettre un message qui apparaît, ça dit comme genre 10 000 fois. Je me trouvais tellement cool comme jeune enfant de créer une boucle qui allait répéter quelque chose des milliers de fois. Mais ici, ce qu'on fait, c'est que si je le teste maintenant, je dois choisir combien de fois je vais répéter. Et il s'agit d'un carré. Vous voyez, on fait le lien avec les propriétés géométriques. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici, vu qu'il s'agit d'un carré? Répéter combien de fois? 4 fois. Et là, on va faire un petit test. Je vais peut-être le mettre un peu plus grand pour que ce soit visible. Je vais aller à 30 cm. Et là, je vais effacer ça et on va regarder qu'est-ce que ça donne pour de vrai. OK. Une des choses qui est super intéressante aussi, les élèves se posaient la question, où est-ce que je mets mon robot? Parce que, par exemple, si je le mets ici, puis il démarre, puis il monte, puis ensuite il tourne à droite, il risque de tomber sur le sol. Il y a beaucoup ici, ça vient travailler beaucoup le raisonnement spatial, le codage. Hein? Être capable de s'orienter dans un plan cartésien. Les enfants travaillent ça beaucoup. Donc, on va s'essayer. J'espère que vous avez réussi à en faire une figure géométrique. Oh, et là, je devrais me brancher sur le robot. Déconnecter, brancher de nouveau. Non, c'est juste parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je vais le redémarrer. OK, je pense qu'il est correct. Et voilà. Et voilà, donc il devrait faire un premier segment de 30 cm, tourner de 90, faire un segment de 30 cm, tourner de 90, un prochain segment. Et là, quel va être le signe que j'ai bien réussi? Lorsqu'il va avoir terminé, qu'est-ce que je devrais remarquer si j'ai eu du succès? Oui? Oui, et aussi, quand j'enlève le robot, le point de départ et le point d'arrivée devraient être le même. Ça veut dire que j'ai bien réussi à faire ma figure géométrique. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de faire le triangle équilatéral, mais je veux juste prendre le temps de vous montrer le genre de raisonnement que les enfants doivent vivre lorsqu'ils font des activités comme ça. Ici, vous voyez que c'était très simple. J'avance, je tourne à droite de 90. Avance, tourne à droite 90, c'est très simple. Dans le cas du triangle équilatéral, quelles sont les choses que je devrais changer? Un carré a 4 côtés, un triangle équilatéral a 3 côtés. Donc, qu'est-ce que je vais changer dans le code? Le répété, qui va être juste de 3. Et il y a l'angle aussi. Est-ce que quelqu'un se souvient de ces maths du junior high school, de l'intermédiaire? Qu'est-ce qu'on avait appris au sujet des propriétés d'un triangle équilatéral? Vous n'êtes pas loin? C'est un peu plus que... C'est 60 degrés.
Hein? 3 angles de 60 degrés, on retourne loin, hein, chercher ces connaissances-là. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'ils sont très visibles. Hein? C'est très visuel, on les voit. C'est des angles de 60 degrés. Par contre, je vous montre qu'est-ce que ça fait si on choisit 60 degrés. Donc, je vais mettre 60 degrés et vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Et ça, j'aime ça des choses qui ne fonctionnent pas parce que là, on se pose des questions. Hein? Si ça fonctionne toujours, on n'a pas la chance de se poser des questions. Donc, on aime ça en codage que les choses ne fonctionnent pas pour faire travailler nos méninges. Donc, j'essaie ça. Ce qui devrait être un triangle équilatéral. 3 côtés qui ont la même longueur et un angle de 60. 3 angles de 60. Regardez qu'est-ce que ça me donne. Un premier segment. OK. À date, ça va. Un deuxième segment. Selon moi, ça ne ressemble pas beaucoup à un triangle. Et là, si vous regardez, ce n'est pas un triangle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pourquoi? Ça devrait être 3 angles de 60. C'est répété 3 fois, j'avance de 30 cm. Regardez bien. Le robot regarde dans cette direction ici. Hein, ça, c'est la direction dans laquelle le robot regarde ici. Quand il fait son angle de 60, il le fait comme ça. Donc, c'est 60 ici. Moi, ce que je veux, c'est 60 ici. Je voudrais, dans le fond, que ça soit comme ça ici. Donc là, l'élève doit se poser la question, puis ça, on l'a fait aujourd'hui, puis la plupart des élèves ont réussi à le trouver. C'est cet angle-là ici, ça va être combien? Si je veux 60 degrés ici, et on sait qu'au total, c'est 180, là, je vous rappelle vos cours de mathématiques, hein, probablement que vous avez fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... 120. Ça va être 120 ici. Un angle, pour avoir ce qu'on appelle un angle intérieur, vous voyez, c'est des concepts qu'on est censé voir avec les élèves, les angles intérieurs, les angles extérieurs, mais tant qu'ils ne l'ont pas vécu avec quelque chose de concret comme ça, c'est plus difficile. Là, ils le voient vraiment. Donc, ce que je veux, c'est des angles intérieurs de 60. Mon robot trace les angles extérieurs, donc je vais demander ici des angles de 120. Oups. 120. Et on va faire un essai. Puis je vous invite à l'essayer aussi sur votre ordinateur à domicile ou ici dans la salle. Je place mon robot, je place le crayon à l'intérieur et je vais venir faire play. C'est parti. Donc là, vous voyez qu'il fait un angle de 120. Hein, il a tourné beaucoup. Puis regardez si c'était visuel. Là, je l'ai vu, l'angle de 120. Ça l'a tourné beaucoup, mais ça m'a donné ici un angle intérieur de 60. Et comment est-ce que je peux savoir que mon triangle a bien été fait? Si le début et la fin sont les mêmes. Hey, je suis impressionné par moi-même. Hein? Donc, on a fait juste 2 petites figures ensemble. Vous pouvez vous imaginer qu'avec toutes les figures géométriques, et là, moi j'aime bien aussi amener l'aspect des arts, hein? La perspective STEAM, Science, Technologie, Ingénierie et Maths, s'appelle parfois la perspective STIAM, où on ajoute le A pour les arts. Bien, pourquoi pas faire des œuvres d'art ici? Imaginez de faire une œuvre d'art, à quel point ça prend plusieurs formes, plusieurs angles pour créer un dessin. Et après ça, ma machine, elle est automatisée. On va revenir au programme de l'Ontario. Donc, si vous regardez ici, dans le programme de l'Ontario, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça, c'est exactement ce qui est écrit dans le programme de l'Ontario. Ça nous dit que l'élève va être capable de résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle à l'aide d'habiletés en codage. Fait que c'est pas qu'on fait du codage juste pour faire du codage, mais on veut représenter des concepts de maths. Ici, on en a représenté des concepts de maths. On a parlé des sommes des angles, on a parlé des polygones, on a parlé des propriétés des polygones. Plus spécifiquement, puis là, vous avez des enfants qui ont toutes sortes d'âges ici. En première année, l'élève fait les événements séquentiels, les New Kids on the Block, étape par étape, step by step. En deuxième année, là, on prend tous les New Kids on the Block et on les fait danser. Parce que ce sont des événements simultanés, plus qu'un robot à la fois.
Imaginez créer une chorégraphie de robots. Ils ne font pas nécessairement les mêmes mouvements, mais ça doit être synchronisé. De la danse synchronisée, c'est ce que j'adore faire avec les enfants de 2e année. En 3e année, vous venez d'utiliser ça. Hey, bravo, vous avez utilisé un concept de 3e année. On se félicite. Hein? La boucle, la répétition, c'est la 3e année. Maintenant, quand je dis c'est en 3e année, ça commence en 3e année. L'élève l'utilise jusqu'en 12e année. Là. Hein? Je fais encore des boucles, moi. En 4e année, c'est des événements imbriqués, des uns dans les autres. Donc, parfois, on va avoir une boucle à l'intérieur d'une boucle. Donc, ici, vous avez vu qu'avec ce qu'on a fait ici, on a vécu plusieurs des choses. En fait, je pense que le seul qu'on n'a pas vécu, c'est le simultané. Mais on a travaillé le concept d'une séquence, on a travaillé le concept d'une boucle. Maintenant, on va aller voir ce que les élèves plus vieux vont faire. En 5e année, on introduit les structures de contrôle et les structures conditionnelles. Ça prend la forme d'un si alors. Si alors, sinon. Souvent, si vous codez en textuel, ça va s'appeler un if, then, else. Okay? Si alors, sinon. Si ma belle-sœur vient au party, je vais faire un gâteau sans gluten. Sinon, un gâteau plein de gluten. C'est une structure dans laquelle tu as 2 choix avec une condition. Hein? Si j'ai faim, je vais aller sur Uber Eats et je vais commander. Sinon, je ne commanderai pas. Donc, on a une structure conditionnelle. Par exemple, ici, ce robot-là a un capteur de couleur ici qui est capable de lire la couleur. Donc, je pourrais faire, si la surface, elle est rouge, fait une opération, quelque chose. Si la surface, elle est verte, fait autre chose. Fait que vous voyez que ce n'est pas juste pour tracer des figures. Utiliser un robot, ça peut servir à plusieurs choses. En 6e année, l'élève apprend à faire du code efficace. Puis vous avez vu tout à l'heure, on a rendu notre code plus efficace. On a réduit le code pour qu'il soit plus court. En 7e année, l'élève commence à segmenter son code dans ce qu'on appelle des sous-programmes. Plusieurs petits sous-programmes. En 8e année, l'élève fait de l'analyse de données. Donc, l'analyse de données, on s'imagine qu'on a plusieurs données. On est capable de faire la moyenne, la médiane, le mode, être capable de regarder si les données sont montantes, descendantes. C'est vraiment ce qu'on fait en 8e année. Et en 9e année, ça s'en devient un petit peu plus épicé. L'élève va utiliser beaucoup des variables, des paramètres, des équations et des inéquations. Fait que ça, c'est un petit peu la gradation de ce qu'on voit de la 1e à la 9e année. Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple que je ferai plus avec des élèves, puis je vais le zoomer un petit peu ici. En fait, je l'ai fait avec des élèves de 8e année aujourd'hui, ça. On fait le théorème de Pythagore. Ça vous rappelle quelque chose, le théorème de Pythagore? Théorème de Pythagore, imaginez que je trace un triangle rectangle. Donc, un triangle rectangle, c'est un triangle dans lequel on a un angle droit. Donc, si je trace ce qu'on appelle une cathète, c'est-à-dire un premier segment, un deuxième segment ici, c'est l'autre cathète, et il y a un angle de 90 degrés, un angle droit. Pour déterminer la longueur de ce segment-ci, qui s'appelle l'hypoténuse, on utilise le théorème de Pythagore. Puis ça, je sais que vous vous souvenez peut-être, la formule, vous l'avez appris par cœur. Hein? C au carré est égal à A au carré plus B au carré. L'élève l'apprend par cœur, mais il n'a pas vécu ça ici. Ici, aujourd'hui, les élèves, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient d'ici, le robot devait avancer dans cette direction-là, tourner, avancer dans cette direction-là, avoir le bon angle ici, et finalement, tracer ce segment-là et revenir au point initial. Donc, le but, c'était de revenir au point initial. Pour ça, il fallait avoir la bonne longueur de segment. Donc, vous voyez que notre longueur au carré plus longueur au carré, elle est ici. Donc, l'élève va coder son théorème de Pythagore pour être capable de reproduire ça. Et si vous voyez ici, j'ai fait, en codage, ça s'appelle le square root. En français, ça s'appelle la racine carrée. Parce que dans le fond, quand je fais A au carré plus B au carré, ça me donne le carré de la longueur ici. Donc, je dois faire l'opposé, qui est la racine carrée. Fait que vous voyez qu'il y a des choses très simples comme, en première année, l'enfant va faire des petits déplacements dans un labyrinthe. J'avance, je tourne à gauche, j'avance, je tourne à droite. On va faire des petits labyrinthes comme ça, ils vont faire des séquences. Bien, en 8e année, on est capable de faire quelque chose qui commence à avoir un peu plus de corps. Puis j'ai travaillé avec des élèves de 10e année aussi, encore une fois avec ce même robot-là. Et en 10e année, on est allé chercher la trigonométrie.
Donc, l'élève peut utiliser le sinus, le cosinus, la tangente et peut faire tous ces rapports trigonométriques avec un robot comme ça. Donc, ici, je pourrais faire des triangles qui ne sont pas rectangles et être capable de trouver la longueur de ce segment et la mesure des angles en utilisant la trigonométrie. S'il y en a à distance ou ici en présentiel qui se souviennent de leur maths de 10e et qui veulent l'essayer, vous avez accès à la plateforme. Donc, vous pouvez essayer de faire une figure, un triangle, qui n'a pas nécessairement un angle droit, puis tenter d'arriver exactement à la bonne longueur. Autre chose pour finir la partie maths, parce qu'il me reste à peu près une vingtaine de minutes et je veux qu'on passe un petit peu à sciences aussi, parce que ça se retrouve dans sciences. Si vous regardez ici, quand l'élève fait du codage, ce qu'on vise, c'est les habiletés de la pensée, qu'on appelle en anglais computational thinking. En français, on l'appelle la pensée soit computationnelle, pensée informatique ou pensée algorithmique. Ce sont trois synonymes. Je n'aime pas le mot computationnel, je trouve que ça a trop une consonance anglophone. J'aime bien la pensée informatique ou la pensée algorithmique. Donc, quand un élève a un problème de codage, première chose, il doit être capable de décomposer son problème. Quand je vous dis que j'étais à une compétition de robotique et les élèves résolvaient des problèmes, c'était des problèmes très complexes, là. Prends ça, déplace là, va voir le code là, va chercher ci, ramène ça. Les élèves sont « Wow! OK, on va faire une petite bouchée à la fois. On décompose le problème. Première étape, je prends ça, je l'amène ici. Est-ce que j'ai du succès? Oui. OK, je passe à la prochaine étape. Moi, je dis souvent aux élèves, tu n'as pas besoin de faire tout ton code au complet avant de faire play. Tu sais, tantôt, là, tu fais un premier segment, tu tournes. Si vous avez des enfants, de vos enfants qui font des devoirs de codage, dites-le, c'est correct de ne pas faire tout le code au début. Pensez à la personne qui a inventé Instagram. Est-ce que vous pensez qu'ils ont codé tout Instagram d'un coup, puis après ça, ils ont appuyé sur Play? Non! Ils ont fait une petite bouchée. Hein? Il faut être capable de loguer, se brancher à Instagram. Deuxième chose, il faut être capable d'uploader une photo, de téléverser une photo. Troisième étape, il faut être capable de mettre un commentaire, ce qu'on appelle un caption, hein, un titre à notre photo. Ils ont fait petite bouchée par petite bouchée. La personne qui fait Microsoft Word chez Microsoft, il n'a pas fait tout. Puis même en entreprise, si vous prenez Microsoft Word, il n'y a pas probablement des tonnes d'ingénieurs en informatique qui travaillent à Microsoft Word et chacun est responsable de sa section. Donc, il faut décomposer le problème. La deuxième chose que les enfants doivent être capables de faire en pensée algorithmique, c'est reconnaître les régularités. Comment est-ce que vous avez reconnu les régularités aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui savent? Dans l'activité qu'on vient de faire, vous avez codé. Pensez-y. Avancer, tourner de 90. Avancer, tourner de 90. Il y avait une répétition. J'ai reconnu la régularité. Ça m'a permis de réduire mon code. Le prochain, c'est le processus d'abstraction. L'élève doit être capable de voir du code et pouvoir le réutiliser à d'autres choses. Par exemple, la personne qui a inventé Instagram, elle a mis des filtres. Est-ce qu'elle a besoin de créer du code différent pour chaque filtre? Non. Un filtre, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça change la luminosité, ça change le contraste, ça change probablement la vibrance des couleurs, ça change les ombres et ça change les tons clairs. Donc, ça fait ces changements-là. J'abstrais. Que ce soit le filtre Mayfair ou Ludwig ou who cares? J'abstrais qu'un filtre, ça fait ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les plus vieux. On ne commence pas en maternelle à faire de l'abstraction. En maternelle, première année, on va travailler ici. Ensuite, on modélise et on simule. Ça, c'est la boucle. Vous essayez, ça ne marche pas. Vous réessayez, ça ne marche pas. Vous réessayez, ça ne marche pas. Finalement, ça fonctionne. Et finalement, évaluer, c'est d'être capable d'évaluer est-ce que ton produit fonctionne ou non. Fait que ça, c'est les étapes de la pensée algorithmique. Maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, à peu près une quinzaine de minutes, on va parler du codage en sciences. Parce que depuis 3 ans maintenant, on demande aux enseignantes et aux enseignants de faire du codage en maths. Et je pense que vous avez vu qu'en maths, on pouvait faire des affaires pas mal cool. On a fait de la géométrie aujourd'hui, mais moi, je fais tous les domaines. Par exemple, en littératie financière, qui fait partie de maths, j'ai des élèves qui vont se créer des algorithmes qui peuvent comparer des types de cartes de crédit, des types de prêts, ce genre de choses-là, qui calculent les taxes ou les conversions de devis. Donc, ils font du code pour ça. Par exemple, en statistique, j'ai des élèves qui vont créer du code qui peuvent recueillir des données
et vérifier si on a des tendances. J'ai des élèves qui vont faire en probabilité des millions de lancers de dés avec le code et pouvoir voir s'il y a des résultats. Mais en codage en sciences, on le fait pour 3 raisons. On le fait pour simuler des concepts scientifiques, donc représenter des concepts scientifiques. On le fait dans le cadre de la démarche expérimentale pour recueillir des données avec ce qu'on appelle des capteurs. En anglais, ils appellent ça des sensors. Et finalement, on utilise aussi le codage dans le cadre du processus de design en ingénierie, où là, l'élève devient comme un inventeur ou une inventrice. Et j'ai des petits exemples à vous montrer pour chacun d'eux. On va commencer par les simulations. Et je vais commencer tout jeune. Ici, j'ai des élèves qui ont du Scratch Junior. Donc, si vous êtes des parents qui travaillent avec des enfants de maternelle, première année, deuxième année, téléchargez Scratch Junior sur leur tablette ou leur ordinateur. Super belle interface. Et les enfants ont représenté le cycle des saisons. Il y a une séquence, hein? On est en train de faire une séquence dans laquelle on passe d'une saison à l'autre. En deuxième année, les enfants sont censés faire le mouvement d'un animal. De reconnaître le mouvement d'un animal. J'ai des élèves qui ont codé et ils font bouger, ils ont créé du code pour chacune des pattes pour la queue. C'est aussi deuxième année parce que c'est du code simultané. Les actions se passent en même temps, ça doit être synchronisé. Ça, si on fait ça en deuxième année. Encore avec Scratch Junior. Ici, en troisième année, les enfants parlent de la plante et des besoins de la plante, puis ça revient aussi un peu plus tard. Ici, j'ai des élèves, par exemple, qui vont créer, je vais essayer de faire un zoom, on voit ici, une simulation qui démontre la croissance d'une plante. Donc, ils travaillent sur la luminosité, la température, l'humidité, et ils créent une simulation pour la croissance d'une plante. J'ai même des élèves plus vieux qui vont travailler, par exemple, sur les nutriments du sol. Donc, par exemple, ici, ils vont travailler sur l'azote, le phosphore, le potassium, et ils vont créer une simulation de la plante. Ça, c'est un exemple en 8e année. J'ai des élèves qui ont travaillé sur des raquettes. On a beau lien aussi avec le travail des Premières Nations, Métis Inuit. Donc, ici, les raquettes, les élèves ont travaillé à du code qui permet de calculer la pression exercée par la raquette et nous déterminer si ça va s'enfoncer dans la neige ou non. Ça ici, c'est un de mes préférés. Je vais passer un petit peu plus de temps sur celui-ci. En 4e année, en 7e et en 9e année dans le curriculum de l'Ontario, l'élève est censé de travailler sur les écosystèmes. Et évidemment, il y a une gradation. En 9e année, l'élève se concentre plus spécifiquement sur l'équilibre dans un écosystème et qu'est-ce qui peut déséquilibrer un écosystème. En 4e année, l'élève va plutôt observer des choses comme les prédateurs, les proies, les producteurs primaires, secondaires. En 7e année, l'élève va commencer à explorer aussi le transfert d'énergie dans la chaîne alimentaire. Simuler un écosystème en codage. Je vais vous dire les choses que je vois ici. Premièrement, les élèves vont coder pour faire apparaître de l'herbe, qui est le producteur. « Oh, monsieur, il y a trop d'herbe qui apparaît. OK, il faut changer le rythme pour qu'elle pousse un peu moins vite. » Là, on ajoute des consommateurs. Les élèves, dans le code, vont venir ajouter, par exemple, un petit lapin. Puis là, le petit lapin se promène, puis à chaque fois qu'il touche à une touffe d'herbe, la touffe d'herbe disparaît. Mais là, ce n'est pas long que même avec juste un lapin, toutes les touffes d'herbe disparaissent. Puis là, il y a des élèves qui me disent « Oui, mais monsieur, quand un lapin touche à une touffe d'herbe, est-ce qu'il la mange automatiquement? » Non, pas nécessairement. Peut-être que le lapin, il se promène sur l'herbe. OK. Ben, c'est quoi le pourcentage qu'il mange versus juste se promener? Oh! Ben, on va être obligé d'observer un lapin puis recueillir des données. OK, 10 du temps, il va manger, 90 ils vont se promener. Ils vont changer le code pour s'assurer que 90 du temps, quand le lapin touche à la touffe d'herbe demeure intacte et 10 du temps, il va la consommer. Là, on arrive au sujet des bébés. On a lapin qui rencontre lapin. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Ça va faire des bébés. Combien de bébés? C'est quoi la taille d'une portée? Il faut qu'il fasse de la recherche. Pour créer une simulation comme ça, en codage, l'élève doit se poser tellement de questions. « Ah, monsieur, j'ai mâle. Il se rend compte, ça ne devrait pas faire de bébé. Femelle, ça ne devrait pas faire de bébé.
Maintenant, est-ce que c'est chaque fois qu'un mâle rencontre une femelle qu'il va automatiquement avoir fécondation? Non, il faut embarquer dans ce sujet-là. Non, pas toujours, tu sais. Parfois, tu rencontres quelqu'un et il n'y a pas nécessairement fécondation. Donc, vous voyez qu'il y a tout ce concept-là dans mon écosystème, comment ça fonctionne. Mais là, les portées, mâle, femelle, quand les bébés naissent. Puis, est-ce qu'ils naissent tout de suite après s'être rencontrés? Oh non, il y a un temps de gestation. OK, il faut en tenir compte dans notre simulation. Vous voyez à quel point juste créer un écosystème, c'est riche. L'élève le code, mais se pose des questions pour que son écosystème soit réel. Et si son écosystème n'est pas en équilibre, j'en ai vu, j'ai fait souvent cette activité-là dans les salles de classe. Oh my God! Un moment donné, on se ramasse avec des millions de lapins sur l'écran. Qu'est-ce qui manque? Il nous manque un renard. Il nous manque un prédateur pour manger ces millions de lapins-là. Fait qu'il voit vraiment, tu sais, il vit vraiment l'écosystème, puis en le créant, il se pose vraiment des questions sur le fonctionnement d'un écosystème. Ça, c'est une activité que j'adore faire. En 9e année aussi, il parle des espèces envahissantes. Amener une espèce envahissante, quel est l'effet sur l'écosystème? OK. 7e année, la chaleur. Comment vont changer les particules? Les élèves font les solides, les liquides, les gaz, ils changent la température et ils vont coder le mouvement des particules. Ou ce qu'on appelle dans le langage scientifique les molécules, mais en 7e année, on a choisi dans le programme de les appeler seulement des particules parce que l'élève ne fait pas encore la différence entre l'atome et une molécule. Un autre que j'adore. Vous avez combien de vos enfants ici qui jouent à Minecraft? Beaucoup. Minecraft est une belle interface pour coder. Minecraft peut juste être joué, mais il y a aussi une interface de codage dans la version éducation. Il n'existe pas dans la version que les jeunes joueraient sur leur PS5 ou sur leur ordinateur, mais il y a une version éducative qu'ils peuvent utiliser. Et une des activités que j'aime bien, surtout en 9e année, on parle beaucoup des indicateurs qui nous déterminent, qui nous indiquent le changement climatique. Et le corail en est un. On part à l'exploration du corail et il y a une super belle activité dans Minecraft où l'élève code du corail pour que ça ressemble le plus possible à du corail. Donc, l'élève va coder l'ajout de blocs automatiques, mais pour que la structure ressemble à du codage. Donc, l'élève va aller voir du vrai codage et tenter de coder pour que ça représente le plus possible et aussi la reproduction du corail. À quel rythme est-ce qu'on va faire apparaître plus et plus de corail et peut-être quels sont les facteurs qui vont limiter la production de corail. Super belle activité. Si vous avez des jeunes qui jouent dans Minecraft, invitez-le à télécharger la version éducation et vous allez trouver là, cette activité-là. C'est dans la liste des activités de sciences, c'est le corail. Mais il y en a plusieurs autres aussi. Je vous présente juste quelques exemples pour vous donner le goût aujourd'hui. Deuxième raison où on fait du codage, c'est pour ramasser des données, recueillir des données. Puis là, j'ai souvent du monde qui me disent « Pourquoi je ferais du codage pour recueillir des données? Pourquoi je ne fais pas juste prendre... » Est-ce qu'il y en a qui sont de la génération de Blue's Clues ici? My handy dandy notebook? Non? OK. Personne ne s'en souvient. Blue's Clues, il avait son handy dandy notebook. Et c'est un carnet de notes. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas juste la cueillette de données en prenant un carnet de notes? Pourquoi je ferais du codage? Bien, il y a plusieurs raisons. Par exemple, si je vous dis, on va se faire une activité où on va recueillir la température à chaque 30 minutes pendant les 3 prochaines semaines. Est-ce que ça vous tente? J'ai vraiment dit à chaque 30 minutes, là. Qui va faire minuit? Qui va faire minuit 30? 1 heure? 1h30, 2h du matin, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Pourtant, un ordinateur, une machine peut faire ça sans problème. On la code pour qu'elle recueille des données à long terme. Il y a d'autres raisons aussi. Est-ce qu'il y en a qui vont en Wonderland ici? Vous êtes quand même proches. Hein? Si, disons, je veux recueillir, on a beaucoup d'unités en sciences sur le mouvement. Je veux recueillir des données sur le mouvement pendant que je suis dans la montagne russe. Est-ce que pendant que je suis dans la montagne russe, j'ai le temps de prendre mon handy-dandy notebook et de prendre des notes sur la vitesse qu'on va? Non. Ce n'est pas facile et ça va trop vite. On va souvent utiliser le codage lorsque j'ai besoin de plusieurs données en quelques instants. Par exemple, si j'ai besoin de 30 données par seconde, ce n'est pas quelque chose que je peux faire, la machine peut le faire. Et finalement, la troisième raison pour qu'on utiliserait le codage, est-ce que vous pouvez deviner avec la photo que je vous ai donnée?
pourquoi est-ce qu'on utiliserait le codage ici au lieu de recueillir les données à la main? Ici, je vais me créer un robot qui va faire ça à chaque demi-heure quand le tableau veut s'éteindre. On parle ici d'un volcan, on parle ici de la planète Mars. On n'a pas encore d'humain qui peut aller sur Mars pour le moment, et ça sera un peu dangereux d'aller à l'intérieur d'un volcan. Par contre, on peut envoyer une sonde sur Mars qui, grâce au codage, va recueillir des données, les envoyer sur la Terre, et on peut envoyer un drone. En passant, un drone, c'est un robot. Je fais beaucoup de codage avec des drones, avec les élèves, super fun. Au lieu de le téléguider, on le code. On peut envoyer un drone ici et aller recueillir des données à l'intérieur d'un volcan. Les raisons, c'est quand on prend des données qui s'échelonnent sur trop longtemps, des données qui vont trop vite, je ne suis pas assez vite pour prendre toutes ces données-là en 1 seconde, et des données où on doit aller dans des milieux extrêmes. Vous voyez qu'il y a maintenant une raison pour faire de l'automatisation, et j'adore quand les élèves font des expériences pour ça. Je vous donne quelques exemples réels dans les classes de sciences. On entend tous parler « Ne laissez pas votre chien dans la voiture, même s'il fait froid ». Je sais, aujourd'hui, je suis allé dans ma voiture à l'heure du midi, c'était frisquet dehors, puis il faisait chaud dans la voiture, hein, les coussins noirs là, de la voiture, c'était chaud. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du codage qui pourrait nous prendre des données à chaque 10 minutes pendant 3 heures? Ça serait long de faire ça avec un humain, puis je ne voudrais pas être dans le char à prendre des données. Mais je peux mettre mon petit capteur dans la voiture puis prendre des données avec le codage. Le réchauffement d'une boisson avec des glaçons, super intéressant pour faire une collecte de données. Il y en a plusieurs aussi qui m'ont dit « Ouais, mais quand je commande sur Skip de Dishes, si c'est trop long, la pizza, elle arrive plus froide. » C'est quoi, hein? C'est-tu linéaire ou c'est pas linéaire, le refroidissement d'une pizza lorsqu'elle est en train de s'en venir par la livraison? Toutes des enquêtes scientifiques que les élèves peuvent faire grâce au codage. Vous voyez, il y a des raisons de faire du codage en sciences. Je termine avec mon préféré, qui est le codage pour faire des inventions, en utilisant le processus de design en ingénierie. Ici, ça, je vous invite à l'utiliser aussi. En passant à la PowerPoint, vous allez recevoir le PDF. Madame Kozak, je vous ai envoyé le PDF déjà que vous pouvez transférer à tous les parents qui étaient inscrits. Ça, c'est une affiche qui démontre le processus de faire des inventions, le processus de design en ingénierie, que j'ai fait illustrer par mon illustrateur franco-ontarien préféré, Mark Keelan-Bishop. Donc, vous voyez ici que l'enfant se pose des questions, donc va aller chercher de l'information. Tu sais, ce n'est pas le prof qui lui donne un problème. Moi, mes élèves qui s'intéressaient à résoudre le problème de mes cahiers d'absence, que je vous ai dit au début de l'atelier, ce n'est pas moi qui ai dit aux élèves, vous allez trouver une solution. C'est les élèves qui ont pris l'initiative. On veut des élèves qui prennent des initiatives d'aider quelqu'un. Ici, dans l'illustration, on a un élève qui veut aider le concierge de l'école parce qu'il y a des déchets dans la cour de récréation. Ils ont défini le problème et là, ils embarquent dans la bourque où ils conçoivent des idées, font des prototypes et le mettent à l'essai jusqu'à temps qu'ils réalisent le projet final et là, ils vont le présenter au concierge. Je dis toujours un bon projet de design, ce n'est pas un projet qu'on remet à l'enseignant. C'est un projet qu'on remet à quelqu'un d'autre que l'enseignant ou l'enseignant. On veut aider quelqu'un. Un de mes projets préférés dans le passé, c'est un projet avec qui je travaillais des jeunes dans le nord de l'Ontario. Pendant la pandémie, ils allaient toujours au dépanneur en face de l'école, se chercher des friandises à l'heure du midi, et ils ont réalisé que la pauvre dame devait constamment dire « Mettez-vous du Purell avant de commencer vos achats. » Puis on dit « C'est taxant, pauvre madame. » Tu sais, sa tâche, c'est de passer les commandes, peut-être mettre des choses sur les étagères, mais de rappeler aux gens de se mettre du Purell, c'est demandant. Ils ont trouvé dans nos kits de robotique des petits capteurs d'alcool qui sont souvent utilisés pour l'alcoolémie. Mais eux autres, ils ont dit, bien, ce capteur-là, il est capable de détecter le Purell. Ils ont créé, avec un servomoteur, une petite barrière. C'est des jeunes de 7e année. Et là, les clients, quand ils rentraient, ça disait, veuillez mettre vos mains sous l'appareil. Ça détectait s'il y avait assez de senteur d'alcool. Et si oui, ça levait la barrière, puis le client pouvait rentrer. Ils ont automatisé, automatisation, je reviens à ce concept-là, ils ont automatisé une tâche. Encore plus, ils se sont aperçus d'une défaillance de leur système. Dans cette boucle-là, ça ne marche pas ici, il faut recommencer. Ils se sont aperçus que si la personne, une deuxième personne venait, même si elle ne s'était pas mis de Purell, la barrière s'ouvrait. Pourquoi? Parce qu'il restait de la senteur d'alcool dans la machine. Ils se sont aperçus qu'il fallait évacuer ça. Donc, ils ont ajouté un moteur
qui était codé. Comme ça, quand la personne avait testé, automatiquement, le moteur allait partir pour ventiler la petite machine prête pour le prochain client. Donc, ils ont utilisé le processus de design. Je vous passe en rafale quelques-unes de mes préférées que j'ai vues dans le passé. Manning Whitby, un jeune de la région de Toronto, qui a utilisé des capteurs à ultrasons qu'on discutait plus tôt pour faire une machine pour aider les aveugles. Je ne sais pas si vous voyez la manche qu'il y a ici. Ça crée des petites vibrations pour indiquer où sont les obstacles devant la personne. Il a imprimé en 3D la coquille aussi. Fait qu'il y a tout l'aspect design ici. Des jeunes du centre Jules Léger que j'ai aidé il y a 2-3 ans et qui ont fait une serre 100% automatisée, qui n'a pas mieux à donner parce qu'au moment où on achevait le projet, on a entendu que le gouvernement d'Ontario disait « Retournez tous à la maison pour une période indéterminée ». Et grâce à des webcams qu'ils avaient placés, ils ont pu voir leurs plantes survivre grâce à l'arrosage automatique, la luminosité automatique et tout. Un projet qui s'est présenté aux Olympiades de robotique internationale l'an passé, c'est un projet de vaccination automatique. C'est une chaise qui te vaccine automatique. Ils se sont dit, on manque d'infirmières, d'infirmiers, on va régler le problème. Ils ont créé une machine à vacciner. Avec l'inflation, vous voyez, les jeunes, ils vont dans les tendances puis ils suivent ce qui se passe. Hein? Ils se sont dit, il faudrait savoir combien est-ce qu'on met dans notre panier puis c'est quoi notre total à date. Donc, ils ont créé une machine où ce que tu peux scanner puis tu peux rentrer le nombre d'items. Comme ça, tu sais ton total avant d'arriver à la caisse. Pas mal cool, hein? Et il y a des jeunes qui se sont dit, les poussettes, ils devraient être un petit peu plus sécuritaires. Donc, j'ai ces jeunes ici, vous voyez le capteur à ultrasons? Vous voyez le frein sur la roue? S'il y a un obstacle, la poussette va s'arrêter, les bébés sont en sécurité. Il y a un petit capteur de luminosité ici. S'il fait trop sombre, la lumière va s'allumer automatiquement pour la maman ou le papa qui utilise la poussette. Et s'il se met à faire trop chaud, il y a un capteur de température et il y a un petit ventilateur. Évidemment, les jeunes, je leur ai suggéré de peut-être protéger un peu plus le ventilateur pour éviter d'endommager la tête des bébés. Évidemment, si c'est un prototype, ce n'est pas un modèle de pleine taille. En tant que parent, si vous avez aimé ça et vous voulez faire de la robotique ou du codage avec vos enfants, il y a plein d'outils qui existent. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Je les utilise. Moi, je ne suis pas rattaché à une compagnie qui en aime un plus que l'autre. La raison que j'ai choisi le Root aujourd'hui, c'est juste parce qu'on pouvait faire le virtuel et le réel. Mais il en existe plusieurs. Et il existe plusieurs plateformes en ligne aussi de codage qui sont 100% gratuites, comme par exemple Microsoft Make Code, Arcade, ça c'est pour faire des jeux vidéo. Les élèves adorent. On a fait un camp d'été l'an passé, là, ça jouait. Ils créaient leurs propres jeux vidéo fonctionnels. Vous avez M-Block, Scratch qui est beaucoup utilisé dans les écoles, Minecraft évidemment, version éducation. Et juste pour vous inspirer, c'était ma dernière diapositive, je vous présente une petite vidéo de la compétition de robotique qui vient de se terminer à Toronto. Et on aimerait bien ça avoir plus d'élèves qui participent. Francophones, on en a beaucoup, mais on aimerait ça en avoir encore plus. Ça vous montre un petit peu qu'est-ce que les jeunes sont capables de faire dans une compétition de robotique. Vous allez voir des robots qui font des combats de sumo. Vous allez voir un robot qui est capable de faire voler un petit avion à la bonne hauteur. Vous allez voir des robots qui déplacent des objets. Puis maintenant que vous savez à quel point c'est difficile de déplacer un objet à la bonne distance, au bon angle, dans la bonne orientation, je pense que vous allez avoir une meilleure appréciation de ce travail que les enfants ont fait. Donc, voici, je vais démarrer la vidéo. Voilà. Et on termine avec ça. Regardez l'avion à la bonne hauteur, les combats de sumo. Regardez comme ils sont contents quand ça fonctionne, hein? Ou sont moins contents quand ça ne fonctionne pas.
Ça, c'était la remise des prix à celui d'Ottawa. Ce que vous êtes en train de voir, c'est Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver, Kitimat. Partout au Canada, des concours de robotique où les jeunes font du codage. Wouh! Ça, c'est au Centre des sciences de Toronto. C'est là qu'on était pendant les 2 dernières journées. Et voilà, j'espère que ça vous donne le goût de faire du codage avec vos enfants. Vous voyez aussi que s'ils prennent le goût à participer à des concours de robotique et des concours de codage, ça pourrait les mener un peu partout au Canada et même dans le monde. Dans les dernières années, le concours de robotique a été en Thaïlande, en Hongrie, au Danemark, au Costa Rica et là, bientôt, il va être au Panama. Donc, les élèves, c'est des belles opportunités aussi. Et ces concours-là commencent à l'âge de 6 ans et vont jusqu'à 19 ans. Donc, on vient chercher pas mal tous les âges qu'on retrouve dans nos salles de classe. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Et merci aussi aux participants à distance. J'espère que vous avez eu la chance de vivre un peu le codage et que ça vous donne le goût d'en faire avec vos enfants. C'est une activité aussi qui peut se faire pour bâtir des liens parents-enfants aussi. C'est toujours le fun. Merci beaucoup. Oui, s'il y a des questions, moi, je suis disponible. Je sais qu'on a atteint le temps, là, mais moi, je suis disponible. Il n'y a pas de presse, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou venir me jaser par après. Les gens aussi qui sont à distance, vous avez mon adresse de courriel ici, info@dominiquetremblay.com, sur la bannière. Fait que je pense qu'on va faire un zoom vers la fin aussi. Fait que si jamais vous avez besoin de me contacter pour des questions, vous pouvez les poser à cet endroit-là aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, je vais inviter Mme Marie-Thérèse à dire le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay, d'avoir partagé vos connaissances, vos expériences en ce qui concerne le codage. Je pense que ce soir, nos parents vont rentrer plus intelligents. Et je pense que moi, je vais arrêter de demander à mon fils d'éteindre son ordinateur lorsqu'il est en train de faire du codage. Donc, franchement, j'ai appris beaucoup de choses et merci encore. Alors, j'aimerais encore une fois remercier toute l'équipe de soutien qui nous ont appuyés à monter cet atelier. Merci encore, M. Tremblay. J'aimerais aussi rappeler aux parents que nous avons un 2e atelier prévu pour vous, selon le même sondage qu'on a envoyé au mois de décembre. Les parents nous ont dit que le bien-être des élèves est aussi un souci. L'utilisation des réseaux sociaux. Alors, on est sur la même thématique au niveau de la technologie, mais c'est plus le niveau de comment aider nos enfants à gérer leur vie sur les diverses plateformes qu'on sait que nos jeunes utilisent de nos jours et comment que nous, en tant que parents, nous pouvons les appuyer. Donc, on aura une équipe de travailleurs sociaux, travailleuses sociales qui seront sur place ici même à l'École secondaire catholique Sainte-Famille le mardi 30 mai prochain. Alors, venez, s'il vous plaît, revenez nous voir, venez avec vos questions. Ça va être un espace sécuritaire pour jaser des défis qu'on vit en tant que parents pour que nos enfants savent comment gérer leur vie technologique de façon saine et de façon productive. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et merci à tous. Bon retour pour ceux qui sont en présentiel. Merci. Au revoir.